L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, je suis content de la recevoir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçue dans nos studios. Marie-Ève Pau, députée de Côte-du-Sud, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Je vais très bien, très en forme. Bon, content de vous entendre parce que la dernière année a été extrêmement difficile pour vous. J'aimerais ça vous entendre comment vous allez aujourd'hui, après tous ces événements-là. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vais très bien. Il y a une chose que je m'étais fait une promesse, moi, en 2013, de ne pas me laisser définir par les événements ou les personnes extérieures à moi. Puis, visiblement, dans cette situation-là, j'ai réussi parce que, dans le fond, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais pour la région. Donc, moi, c'est dans cette perspective-là que je continue de travailler pour Côte-du-Sud. Donc, pour moi, ça va très bien. Ça a été des moments difficiles, je ne peux pas te le cacher, Michel. C'est pas des situations faciles, surtout que j'ai jamais pu donner ma version des faits. Donc, pour moi, là, c'est derrière moi tout ça. Puis je continue, comme députée de Côte-Sud, à travailler pour la région parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, donner un avenir positif à la région, donner des projets positifs à la région. Donc, c'est là-dessus que je vais toutes mettre mes énergies au cours des prochains mois. Vous dites que vous n'avez pas pu donner votre version des faits. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous auriez pu venir ici. Et d'ailleurs, je l'ai offert à votre bureau. On aurait pu parler, puis peut-être vider la question. C'est pas des dossiers qui ont voté pour vous aussi. Je comprends, mais c'est pas des dossiers qui se parlent sur la place publique nécessairement. Il y avait des enjeux aussi légaux là-dedans. C'est des façons, c'est basé sur des perceptions, gestion interne aussi des ressources humaines. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai ouvertement, mais pour le moment, je pense que c'était pas approprié de le faire puisque c'est de la gestion interne. Puis pour moi, ce qui compte, c'est que je sois députée de Côte-Sud puis que je sois encore là pour travailler à faire avancer les enjeux de la région auprès de mon gouvernement. Bon. Mais vous serez toujours la bienvenue si, à un moment donné, vous voulez mettre les cartes sur la table. Vous serez toujours la bienvenue à venir le faire avec nous. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci. Marie-Ève, c'est la dernière année. Les élections sont le 7 octobre 2022. Oui. Donc, c'est dans quelques jours, dans un an et quelques jours. Un an et quelques jours. Comment voyez-vous la prochaine année? Je la vois avec beaucoup de défis. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'éléments qui sont avec la pandémie, hein, il y a des choses qui ont été mises sur la glace, il y a des projets qui ont été mis sur la glace ou un peu tassés. Ça ne veut pas dire éliminés, loin de là. Donc, beaucoup à faire pour tout le comté. Continuer aussi de desservir l'ensemble de la population. Rassurer aussi la population sur toutes les mesures sanitaires qui sont encore en cours. Donc, c'est beaucoup ce qu'on va faire au cours de la prochaine année. Puis de rencontrer les gens le plus possible. Ça m'a manqué beaucoup, Michel, d'être avec les citoyens, de rencontrer les gens. Dès que j'ai pu cet été, je suis allée dans différents événements partout sur le territoire parce que pour moi, c'est nécessaire d'être en contact avec les citoyens. Puis c'est ce que je vais faire au cours de la prochaine année aussi. Marie-Ève, on a souvent dit que tous les dossiers que vous aviez comme ministre, parce que vous aviez un grand territoire à couvrir, on ne peut pas être partout, c'est impossible. Est-ce que le fait maintenant d'être député de Côte-du-Sud vous a rapproché de votre circonscription? Je te dirais que je ne m'en suis jamais éloignée. C'est sûr que j'avais une tâche colossale. Vous aviez un grand territoire. Oui, mais c'était quand même très gérable parce que je le faisais avec une équipe. Je travaillais avec une bonne équipe aussi. Donc, ça se faisait bien, là, la combinaison de tout ça. Mais en même temps, aujourd'hui, l'avantage de tout ça, c'est que j'ai seulement Côte-Sud à m'occuper. Puis, il y a du travail à faire, beaucoup. Il y a du rattrapage à faire. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été tassés au cours des dernières années avant que je rentre en mandat. Donc là, on prend de front beaucoup de dossiers, donc c'est très, très positif. C'est quoi les principaux dossiers? C'est quoi vos priorités pour la prochaine année? Parce qu'il y en a. On peut parler, entre autres,
excusez-moi, là, le branchement de tous les foyers. Excusez, Oui. mais tu as pris les notes, là, mais le branchement de tous les foyers, ça, je sais que c'est dans vos priorités. Oui. Mais quelles sont les autres priorités que vous avez? Là? Parce que vous dites que vous avez beaucoup de travail. Racontez-nous un peu ce que vous prévoyez faire au cours de la prochaine année. Le branchement Internet est un dossier prioritaire pour notre gouvernement. C'est un engagement puis qui va se tenir pour 2022. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Oui. Dans notre région, il y a un endroit actuellement qui est un peu plus préoccupant, là, qu'on n'a pas encore trouvé la solution, mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus, c'est l'île aux grues. Parce qu'on se demandait, est-ce qu'on passe un fil? Est-ce qu'on va par satellite? Il y a plusieurs analyses qui sont faites actuellement pour l'île aux grues, mais même l'île aux grues aura de l'Internet haute vitesse dans la région. Autre dossier qui me préoccupe et m'interpelle énormément, la question des centres de la petite enfance, CPE, le nombre de places. Il y a un projet important qui me tient à cœur depuis le début et on a travaillé très fort, mon équipe et moi, là, à pousser ce projet-là, celui de Saint-François, Saint-Pierre-et-Berthier, avec de la garde atypique pour les entreprises locales. Ça, c'est un dossier là, qui devrait bien cheminer. Évidemment, moi, depuis le début aussi que je suis en poste, j'ai mis sur la place publique le dossier d'un complexe sportif. La région est mobilisée autour d'un complexe sportif, culturel et de santé durable. Il y a quelque chose d'incroyable à faire à ce niveau-là, puis surtout que la pandémie a mis sur notre route la question de la santé. Il faut revoir complètement nos façons de faire en santé. Puis avec ce projet-là, on a une opportunité de le faire avec Jean-Pierre Després, qui est docteur Després, qui est une sommité internationale en matière de santé durable. Pourquoi on ne deviendrait pas une région en santé durable avec des services, des infrastructures, du loisir aussi adapté à toute cette nouvelle idée? Pourquoi pas aussi attirer un centre de recherche en santé durable où on pourrait créer des emplois de qualité dans la région ici? Donc ça, pour moi, c'est très préoccupant. Autre dossier, c'est pas préoccupant, mais c'est un dossier très positif qui m'anime beaucoup. Autre dossier, la pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'il est un sujet très, très chaud partout au Québec. On savait que ça s'en venait. Malheureusement, depuis 20 ans, les politiques publiques n'ont pas tenu compte de cet enjeu qui allait arriver en 2020 et on n'a encore rien vu puisqu'on pense que le pic de la pénurie de main-d'œuvre sera plus vers 2025-2030. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Mes collègues travaillent excessivement fort. Moi, j'ai été en contact beaucoup avec les entreprises au cours des derniers mois pour travailler avec elles à des solutions concrètes pour résoudre cet enjeu important. Justement, c'est quoi les solutions concrètes? Est-ce qu'il y en a des solutions? Bien, il y en a des solutions, mais il faut aussi que la première solution, pour moi, c'est clair, puis on est un peu en retard, c'est l'automatisation des entreprises. Robotique, Robotique, automatisation, la technologie est rendue là. Évidemment, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire ça. Hein, et ça coûte cher aussi. Et ça coûte cher, mais c'est un investissement. On a le choix, s'automatiser ou être continuellement en pénurie de main-d'œuvre. Donc, en somatisant, on crée des emplois de meilleure qualité. C'est des emplois aussi, il y a l'augmentation de salaire qui devient peut-être un enjeu. Puis les entreprises le font. Dans le milieu de la restauration, cet été, les salaires ont augmenté de manière importante parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du personnel. Donc, c'est tout ça aussi qu'on est en train de faire une transformation sociale pour s'adapter à cet enjeu particulier qu'est la pénurie. La formation, on le fait par exemple avec les préposés aux bénéficiaires. C'est une solution très concrète. On a payé la formation à des gens pour qu'ils deviennent des préposés. Puis aujourd'hui, là, ça va très bien à ce niveau-là, entre autres dans les résidences pour personnes âgées. Donc, c'est tout ce genre d'approche-là. Mon collègue Jean Boulay, ma collègue Danielle Mécan sont en train de travailler là, à proposer un plan qui sera présenté au cours des prochaines semaines pour résoudre cet enjeu criant. Vous avez parlé du complexe sportif. On en est où avec ce dossier-là? Parce qu'on vous a reproché à un moment donné que, bon, peut-être par manque de temps ou tout ça, peu importe la raison. Maintenant, vous en êtes où dans ce dossier-là? Ce que je comprends, c'est que là, vous vous impliquez pour qu'on puisse réaliser. On sait que c'est plusieurs millions de dollars. Oui. Est-ce qu'on rêve ou... C'est un projet de très grande envergure, puis c'est un projet pour les 40 prochaines années. C'est un projet, donc, qui ne se définit pas sur le coin d'une table en criant ciseaux. Il faut travailler fort, il faut que tous les acteurs soient mobilisés. Puis cet été, je me suis aperçue que les acteurs qui étaient mobilisés n'avaient pas la même vision du projet. Donc, on était en train de travailler ensemble, puis il y a des belles rencontres qui se sont faites au cours des dernières semaines pour harmoniser cette vision-là, puis avoir un projet avec comme centre d'intérêt la santé durable. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Donc, à partir de là, on va construire un projet pour que moi, je puisse le porter auprès du gouvernement et ainsi trouver là, des sources de financement potentielles qui vont respecter aussi les capacités du milieu d'entretenir par la suite ce projet-là.
Malheureusement, il y a des gens qui ont dit que j'étais contre, mais j'ai jamais été contre. Au contraire, c'est moi qui ai amené ce projet-là sur la place publique puis qui a voulu que les gens travaillent ensemble. J'avais rencontré en janvier 2020 une quarantaine d'entrepreneurs pour les inciter à vraiment mettre de la pression pour qu'on puisse mettre ça au cœur de nos priorités comme région. Puis ça avait été fait. Les entrepreneurs, c'est une des façons d'attirer de la main-d'œuvre, d'avoir des services sportifs, culturels de haut niveau, mais particulièrement sportifs. Les gens, c'est ce qu'ils demandent. On veut des endroits pour pratiquer du sport, pratiquer des activités. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la région au cours des prochains mois. Puis là, il y a un comité de travail qui s'est mis en place pour approfondir, bien définir, bien argumenter le dossier. Il en manque juste un petit peu pour qu'on soit prêt à bien déposer un projet concret avec des arguments solides pour convaincre mes collègues de l'intérêt d'avoir un projet en santé durable. Est-ce qu'on rêve? Pas du tout. Parce on parle de 30-40 millions. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on rêve? Est-ce que c'est réalisable pour une ville comme Montmagny, un tel projet? Moi, c'est pas juste la ville, c'est la région. Il faut le voir, faut le voir plus général. C'est Montmagny-Lillet, là? Oui. C'est ça, il faut le voir plus général. Montmagny-Lillet, il faut trouver les municipalités s'engagent comment. Il faut voir comment on s'assure que ça s'opérationnalise. Est-ce qu'on peut offrir des services sur tout le territoire? Moi, ça, c'est important. Depuis le début, je le dis, je le réaffirme. Oui, il y aurait un complexe ici, par exemple, sportif, où il y aurait une concentration d'une piscine, par exemple, une palestre. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir ailleurs sur le territoire pour qu'on occupe notre territoire? Puis on le sait, là, c'est une façon, on voit à Lévis, ils ont investi 20 millions dans une piscine. Ils l'ont remboursé rapidement parce que plus ils investissent, plus les gens viennent s'établir. C'est un peu ça l'approche qu'il faut avoir. Il faut déterminer exactement les besoins de la population pour avoir un projet. Puis oui, il faut prendre des risques. Ensemble, il faut prendre des risques collectivement, mais des risques calculés quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais je pense qu'on doit, avec ce qu'on a comme infrastructure actuellement, qui sont excessivement désuètes, hein? Oui, et on voit les jeunes familles quitter la région pour s'en aller à Lévis, même à Rivière-du-Loup, où il y a des emplois, puis il y a aussi des infrastructures. Donc, c'est ce qu'on recherche. Moi, je vais tenir mordicus et je vais pousser cette vision importante pour l'avenir. Puis comment rajouter aussi peut-être des services de recherche, aussi peut-être alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire? Si on s'en va vers un concept de santé durable, bien, c'est là que ça devient intéressant aussi de pousser un projet là, qui va toucher aussi à plusieurs ministères, de travailler de manière horizontale plutôt que seulement qu'avec un ministère. Puis évidemment, ça va prendre des programmes pour les enfants au niveau éducation pour attirer des familles à venir ici puis dire « Hey, c'est intéressant ce qui se passe là-bas, il y a un foisonnement d'idées. » C'est de devenir attractif. Il y a le troisième lien dans l'air. Il y a Lévis qui se développe à un rythme incroyable. Voilà. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter pour notre ville de Montmagny, pour développer notre ville de Montmagny. Ça passe par obligatoirement par là. Un projet comme celui-là. Oui. Mais bon, vous le dites, là, c'est pas simple, là. C'est un projet qui est très complexe. On pourrait le déposer quand? Et approximativement, je sais bien que vous n'avez pas de date, là, mais quand il pourrait être déposé, on sait qu'il y a des élections en octobre 2022, est-ce qu'il va être déposé avant les élections? Puis on pourrait avoir une réponse quand? Bien, en fait, il n'y a pas de programme à attitrer pour ce genre de projet. Je vais vous dire, Michel, là, il y a 250 autres municipalités au Québec qui veulent la même chose que nous. Donc, il faut se démarquer. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je sais qu'il y a d'autres projets. Il faut se démarquer. Nous autres, on ne l'a pas, ça va aller ailleurs. Alors... Non, mais c'est ça. Il faut se démarquer. Puis on a l'opportunité majeure avec la santé durable de se démarquer à travers les autres régions. On a l'opportunité de devenir un leader mondial, même parce que les autres pays nous regardent sur la santé durable. C'est nous ici qui avons le docteur Jean-Pierre Després pour développer puis opérationnaliser tout ça. Donc là, dans les prochains mois, puis rapidement, on s'est donné un échéancier peut-être du mois de mars pour déposer un projet, pour avoir un projet, puis que moi, je parte avec ça comme députée là, pour aller convaincre mes collègues. Et sache, Michel, que j'ai déjà commencé depuis longtemps à travailler sur cet enjeu. Mais c'est ça, il faut le faire tous ensemble, puis il faut être sur la même longueur d'onde, tout le monde, pour être sûr d'obtenir là, un projet d'envergure avec un financement aussi adéquat. J'ai parlé de troisième lien. Oui, ça c'est vrai, je voulais t'en parler moi aussi. Oui, je suis content de savoir qu'on a les mêmes points de vue, mais c'est important pour notre région, le troisième lien. Tout à fait. On sait, M. Legault l'a annoncé.
Encore là, est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a de l'opposition, mais Lévis crie très fort pour avoir le troisième lien, et on sait les retombées que pour nous, ça donnerait dans notre région. Côte-du-Sud, là, pas nécessairement Montmagny, Non, pas mais du tout. Côte-du-Sud et le Bas-Saint-Laurent. Oui. Encore une fois, Marie-Ève, est-ce qu'on rêve? Pas du tout. Encore Est-ce une que fois, c'est réalisable? C'est réaliste et réalisable. Il faut arrêter de voir les projets sur 2-3 ans ou sur une année électorale. Hein? Là, on est en train de faire un projet là, pour les 60 prochaines années. 60 ans. Fait que là, quand on répartit aussi cet investissement-là sur 60 ans, puis qu'est-ce qui va se passer dans 60 ans? Il faut aussi créer un pôle vers l'Est. Tout en ce moment se développe vers l'ouest du Québec. Montréal, l'Outaouais, là, c'est en croissance, et Laurentides-la-Naudière. En créant un troisième lien entre Québec et Lévis, là, on vient faire une région, puis on élargit la région où ça fera un pôle de développement important. Puis évidemment que nous, on sera vraiment dans les principaux touchés par cette nouvelle réalité. Mais il ne faut jamais voir un projet sur 1 an ou 2 parce que c'est vrai que ça a l'air bien démesuré. Mais quand on voit un investissement sur 60 ans, puis l'impact que ça pourra avoir sur la population, sur les services qu'on pourra offrir ici, c'est majeur. Moi, c'est le projet à défendre. Puis mon collègue François Bonnardel travaille très fort là, à faire en sorte qu'il se réalise. Évidemment, vous avez vu, on le comprend, c'est un projet qui ne se réalisera pas en 2 ans non plus. Hein? La réalisation est prévue dans 10 ans. Donc, il faut le voir comme ça aussi, c'est majeur. Puis avec la question de transport aussi, de toute la mobilité durable, de tout le transport en commun, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui pourra se développer jusqu'ici et pourquoi pas un train de la Pocatière, par exemple, à Lévis pour aller travailler on ne sait où, là, tu sais. Donc, il y a plein d'éléments, là, puis il faut être créatif dans nos façons de voir ce projet-là. Puis, on le sait, là, c'est pas évident. Il n'y a pas de fluidité de transport entre Québec et Lévis. C'est tout au pont, puis tout jam là. Tandis que s'il y a un troisième lien, il y aura une fluidité et ça sera comme d'autres villes dans le monde où il y a cette fluidité de transport, puis ça devient une grande région, puis c'est ce on veut avoir dans 60 ans. Mais pour nous, pour le développement de Lévis, aller jusqu'à, pourquoi pas jusqu'à Gaspésie, oui, au niveau du transport, c'est primordial. C'est majeur, c'est très enthousiasmant. Puis moi, je suis la principale défendresse de ce projet-là. Puis prochainement, ça va s'en venir davantage aussi. Les élus de la région seront davantage interpellés puisque c'est vraiment des retombées là, à venir incroyables. Donc, le 30 millions ou le 40 millions d'un projet de complexe en santé durable sera aussi, dans le fond, amoindri par cet effet-là où on aura une population qui va vouloir venir s'établir ici parce que les services seront plus accessibles sur un large territoire. Donc, il faut toujours voir ce genre de projet-là dans une perspective à long terme et non 2, 3, 5 ans. Mais on voit, il y a des terrains qui sont des développements domiciliaires qui sont en train de se faire. La ville de Montmagny pousse beaucoup aussi. Tout à fait. Donc, il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Tout le monde pousse dans le même sens, qu'on ait tous le même objectif de développer notre région positivement puis d'attirer des nouveaux citoyens, des nouvelles entreprises aussi. Ça, c'est important, puis une variété d'entreprises. Ça va faire la différence pour notre économie puis pour les personnes qu'on sera capable d'attirer ici. Si on revient aux mesures sanitaires, comment on vit ça? Parce que, bon, vous dites que vous allez voir beaucoup d'entreprises, vous êtes sur le terrain. Comment on vit ça, une députée, avec les mesures sanitaires? C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, là. Bien, en fait, c'est facile parce qu'on les met en application depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc, le masque, se laver les mains, éviter de toucher le plus possible. J'ai appris le coup de coude. De toute façon, on a vu ça en campagne électorale fédérale, là. Tout à fait. Donc, ça se fait très bien. Puis les gens se sont bien adaptés. Moi, je suis tellement fière de la réaction des gens de la région de Montmagny-Lillet. C'est fantastique et phénoménal. Encore ce matin, je regardais les chiffres de la COVID. On est à 0 cas, quand en Beauce, sont à près de 200 cas. Pour le même territoire, là. Donc, c'est vraiment fantastique. Moi, je suis émue et touchée et très fière de la population ici qui sont respectueuses des règles, puis qui travaillent très fort à nous sortir de cette crise-là. Parce qu'on a hâte, hein? Je vous dis que je suis les règles, mais on a tous hâte, moi la première, à pu avoir ces contraintes-là dans nos vies au quotidien. Mais là, ça fait partie de notre bataille contre ce virus.
On continue. La vaccination ici a très bien été. La population, le taux de vaccination est très, très élevé. Bravo tout le monde, franchement. Mais c'est plus de 80 c'est 83, 84 je n'ai pas les derniers chiffres, là, que des gens de Chaudière-Appalaches ont eu la deuxième dose. Oui. Et pourtant, là, passeport vaccinal, il me semble qu'on en rajoute au lieu de... Bien, on a le choix parce que... Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que, je ne sais pas, moi, d'ici au fait, que ça puisse s'alléger? Ou... Bien, le virus continue. Hein? Le variant Delta s'est transformé. Fait que là, en ce moment, il y a une augmentation, malheureusement, encore des cas. Vous avez vu, il y a des provinces de l'Ouest qui ont dû fermer, reconfiner complètement. Le passeport vaccinal, c'est une mesure pour éviter la fermeture économique encore de nos commerces. On ne veut plus s'en aller là. On veut préserver l'activité économique. Donc, dans cette perspective, bien, le passeport vaccinal devenait une solution. Puis on le voit, là, les provinces de l'Ouest qui refusaient le passeport vaccinal, maintenant, sont contraints de l'utiliser eux aussi parce qu'il y a une augmentation trop importante du nombre de cas, malheureusement. Joël Aubé, qui est président de l'aile conservatrice dans Côte-du-Sud, vous a offert de débattre sur les règles sanitaires. Vous avez refusé. Pourquoi? En fait, le gouvernement, en ce moment, est très légitime de gouverner et de faire, de gérer la crise. On est en gestion de crise. Les débats, ça se passe en campagne électorale. Moi, je suis très satisfaite. Je pense que nos gestes posent. Je n'ai pas le temps de commencer à parler et à débattre. L'important, c'est de travailler puis de faire des gestes concrets pour vaincre cette crise. Puis c'est ce qu'on fait avec le gouvernement. Les débats, ça se passe en campagne électorale. OK. Serez-vous là, le prochain? Oui, certainement. Avec vous grand plaisir. Vous représentez? Pour le moment, là, c'est clair dans ma tête que je serai là. OK. On va s'en souvenir. Hein? Marie-Ève, récemment, vous avez fait l'annonce d'un patrimoine immatériel dans Rivière-Ouelle. C'est une première au Québec. Oui. Pourquoi Rivière-Ouelle? Moi, je suis fier de ça parce que c'est dans ma région. Pourquoi Rivière-Ouelle? Est-ce que ce sont eux qui ont pris les devants? C'est ça. La communauté de Rivière-Ouelle, avec la MRC de Kamouraska, ont déposé une demande pour faire reconnaître le paysage dans le patrimoine immatériel du Québec. La pointe aux Iroquois, la pointe aux Orignaux, c'est quand même, avec les couchers de soleil qui sont reconnus par le National Géographique, là, c'est ce qui a été protégé par le ministère de la Culture. Ça a pris 8 ans faire protéger cela, avec monter le dossier, préparer les preuves, etc. Donc, c'est une première au Québec. Puis là, c'est pour ça aussi que ça a pris plus de temps, parce qu'ils voulaient être sûrs de faire bien le processus. Le ministère de la Culture avait accompagné la communauté à faire ça. Moi, je suis excessivement fière de cette reconnaissance dans notre belle région. Ça démontre à quel point on a ici des richesses incroyables au niveau du paysage, de notre culture puis de notre réalité au quotidien. Puis souvent, on a le nez collé dessus, on le voit pas. Puis cette reconnaissance-là nous permet de se rappeler comment c'est beau ici puis comment on est bien puis qu'on a de la chance. Fait que donc, je suis très fière que ce soit une première au Québec. Et pourquoi ça a pris tant de temps? Bien, 8 ans, c'est long. C'était le premier. Puis c'est des dossiers quand même qui sont importants parce que c'est légal, hein? Ça devient un statut légal. Donc, au niveau juridique, il y a toutes sortes d'enjeux. Donc, c'est pour ça aussi que ça a pris plus de temps. Puis le ministère voulait bien faire le travail avec la communauté. OK. Il y a eu une reconnaissance accordéon également. On est dans les reconnaissances. Oui. C'était quoi l'objectif? Est-ce que c'est suite au départ de Rénal Ouellette comme directeur artistique, vous avez profité de cette occasion-là ou il y avait un moment où c'était approprié de le faire? En fait, c'est Rénal Ouellette, puis avec différentes organisations qui ont déposé un projet pour faire reconnaître l'accordéon diatonique dans le patrimoine immatériel du Québec aussi. Dans la même, l'autre, c'était le paysage. Là, c'est le patrimoine immatériel. Donc, on a reconnu, le gouvernement du Québec, l'accordéon diatonique au niveau de la fabrication et du jeu comme à le protéger. Dans la loi, on va protéger cette reconnaissance-là pour ne pas l'oublier non plus. Donc, puis il y a beaucoup qui revient à la région de Montmagny. Hein? Il y a beaucoup de fabrication qui se fait ici. Évidemment, ça a des retombées partout au Québec. Mais on est ici, on se sent privilégié parce qu'on a eu Rénal Ouellette qui a mis en valeur l'accordéon de façon exceptionnelle avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Puis avec la fabrication aussi d'accordéons ici dans la région, ça fait partie de notre patrimoine au Québec, mais particulièrement dans la région. Donc, c'était naturel qu'on l'annonce ici
cette reconnaissance-là. Et qu'est-ce que ça fait, cette reconnaissance-là? Qu'est-ce que ça donne comme... Bien, ça permet de préserver, puis ça lui donne un statut juridique. Donc, ça permet de le préserver, puis qu'on ne l'oublie pas dans notre histoire. Je vais dire ça grossièrement comme ça, là. Mais ça permet aussi d'avoir plus peut-être de soutien financier si on veut travailler autour de cet accordéon-là, de la mettre en valeur, tout ça. Donc, c'est un peu... Puis la même chose pour le paysage, ça va lui donner un statut différent, donc pour une image particulière, attirer des touristes, etc. Donc, c'est un peu la même chose pour l'accordéon, là. Ça fait que ça fait reconnaître l'outil, l'objet comme patrimoine du Québec. Donc, le statut juridique là, le reconnaît, puis ça fait qu'on ne l'oubliera pas dans notre histoire. Marie-Ève, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous entendre. Il y a eu un reportage sur Radio-Canada la semaine dernière sur l'érosion des berges, particulièrement au camping Pointe-aux-Oies. Et là, on dit que le fleuve est à Québec, le rivage est au fédéral, puis le terrain est à la ville de Montmagny. Mais c'est criant. Le maire de Montmagny en a parlé également sur nos ondes. On fait quoi? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entreprises? Est-ce que tout le monde se parle, provincial, fédéral et municipal, pour qu'on trouve une solution? Tout à fait. Moi, c'est un dossier qui me préoccupe. Quand j'étais ministre jusqu'en Gaspésie, c'est le dossier de l'heure aux Îles-de-la-Madeleine. C'est criant. Puis ici, dans la région, on est particulièrement touché par l'érosion des berges. Donc, on a mis, avec mon équipe, on a travaillé avec la ville de Montmagny à faire des études pour protéger les berges, à commencer à protéger. Puis moi, je suis au front pour ce dossier-là là, depuis 2 ans déjà, là, pour s'assurer qu'on puisse prévenir l'érosion plutôt que, justement, là, de voir là, notre terrain disparaître de chaque année. Là. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est important. Mais... C'est majeur. C'est majeur. Puis là, je sais que mon collègue à l'environnement aussi, moi, ça fait 2 ans que je fais de la représentation en ce sens. Là. Il y a des sommes qui sont versées par la sécurité publique et l'environnement pour trouver des solutions. En Gaspésie, on a travaillé à mettre aussi des approches pour prévenir. Puis ça sera la même chose ici. Puis il y a déjà des sommes qui ont été versées là, avec la Ville pour faire des études pour prévenir l'érosion. Donc, on est conscient là, que définitivement, ça presse, là. Définitivement, c'est une urgence dans la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous retrouver une fois par mois. Oui, exactement. Je reviens une fois par mois. Une fois tous les mois, on va vous revoir sur nos ondes. Avec plaisir, on vous recevra. Merci beaucoup. Merci. Marie-Ève Pau, députée de Côte-du-Sud. Voilà pour demain. On a la chronique dans le cadre des Mardis Mallettes et on tente de recevoir le candidate qui sera élu dans cette élection. N'oubliez pas d'aller voter, c'est primordial. Bonne journée. À demain. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.